Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour une vidéo un petit peu spéciale, donc la présentation des règles en français de Alien vs Predator The Hunt Begins. Donc à l'heure actuelle il n'existe pas de vidéo en français malheureusement sur la présentation de ce jeu ainsi que de ses règles et bien sûr que les tutos de peinture. Bah écoutez, à ce sujet je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la traduction des règles, en particulier Prodos Game, donc l'éditeur qui met à disposition en téléchargement sur son site les règles en français, ainsi que tous les forums. Alors je ne me rappelle plus du tout où c'est que j'ai récupéré tout ça, en tout cas je les remercie beaucoup, qui se manifestent dans cette vidéo à travers les commentaires, donc pour se faire connaître, parce que bon j'ai téléchargé tellement de trucs à droite à gauche, que finalement à la sortie je sais plus où je les ai pris. Donc je vous propose le pack complet en téléchargement que vous aurez dans la description de cette vidéo. Donc il y aura sûrement quelques doublons. Alors je vous conseille fortement de garder les cartes originales au niveau de tout ce qui est unité Aliens, Marines et Predator, et de n'utiliser que les caractéristiques qui sont au dos, car à l'impression malheureusement les cartes traduites en français côté face ne sont pas tellement visibles au niveau des caractéristiques des unités. Écoutez, sans plus tarder, donc je remercie encore une fois les traducteurs du jeu ainsi que des cartes. Écoutez, on attaque les règles, c'est parti. Alors pour mettre un petit peu dans l'ambiance, bien sûr, je vous conseille fortement de regarder le film Aliens, donc je crois que c'est le 2, il s'appelle Aliens le retour, ou quelque chose dans ce style. C'est vraiment l'immersion totale à travers ce jeu, un film que j'ai énormément aimé. Pour la petite info, pour le petit background, donc on est à bord de l'USCSS Theseus, alors j'espère que je le prononce bien, donc c'est un vaisseau spatial. Donc dans ce vaisseau spatial on va retrouver trois factions différentes qui sont les aliens bien sûr, les marines coloniaux ainsi que des prédators. Alors ces trois factions vont s'affronter à bord de ce vaisseau, ils sont pas là pour fêter un anniversaire comme vous le doutez bien. On va commencer par la définition des modèles. Donc les modèles dans la traduction du livre des règles correspondent aux figurines, ils appellent ça des modèles, donc on va utiliser ce terme de modèle pour les figurines. À savoir que dans le jeu, on utilise trois tailles de socles. Donc les petits socles qui sont marqués sur les cartes des caractéristiques des unités qui sont de 30 mm de diamètre. Nous avons des socles moyens de 40 mm de diamètre qui sont utilisés pour les héros, pour certaines figurines un peu plus grosses. Des grands socles de 50 mm de diamètre qui sont plutôt utilisés pour les modèles, donc les figurines de grande taille, ainsi qu'éventuellement des véhicules légers, mais ça pour l'instant il n'y a pas d'extension pour les véhicules, c'est pas encore publié. Alors il y aura aussi des figurines qui ne disposeront pas de socle, elles seront considérées comme des grands socles dans les règles du jeu, sauf indication contraire. Alors toutes ces tailles de socle bien sûr auront leur importance au cours du jeu, mais ça on va le voir plus tard. Alors dans le jeu, les factions vont utiliser ce qu'on appelle des blips, donc c'est pour ceux qui ont joué à Space Hulk, je pense que ça devrait leur parler. Donc les trois factions vont utiliser leurs blips pour les déplacements jusqu'à ce qu'effectivement il y ait une ligne de vue et ces blips là seront révélés et on révélera les unités qu'il y a au dos de ces blips. Alors avant d'attaquer par les statistiques des unités, je précise que je ne vais pas décortiquer toutes les règles du jeu, je vais non pas survoler non plus, mais vous montrer les mécanismes du jeu, peut-être pas aller trop profondément étant donné que vous pourrez télécharger les règles dans la description de cette vidéo. Je vais quand même préciser certains points qui me semblent importants, ainsi que peut-être certaines toutes petites erreurs de traduction, mais c'est pas grave, on corrige. Donc ce jeu se joue avec des D20, un petit peu sur le même système que Donjons et Dragons, où il faudra faire des G en dessous ou égal aux caractéristiques. D'ailleurs à ce sujet, on va directement attaquer les cartes caractéristiques des unités.
Alors si on prend une carte caractéristique d'un Marines, donc on va pouvoir voir sur la droite une colonne avec des lettres et des chiffres. Donc on va prendre le M correspond au mouvement de la figurine qui se déplace de tuile en tuile, non pas de case en case, c'est un petit peu le même système que Zombicide, de zone en zone. Donc là c'est de tuile en tuile. Nous avons ensuite CC qui correspond au corps à corps, au close combat en anglais, plus la figurine aura un chiffre élevé dans cette caractéristique. Meilleure elle sera en combat au corps à corps. Nous avons la compétence RS qui est la compétence de combat à distance. Nous avons ST qui correspond à la force du personnage. Nous avons ensuite Con qui correspond à Constitution, donc dans certains cas de figure, selon l'environnement dans lequel vont évoluer ou le scénario nos figurines, on devra faire un test de Constitution. Exemple, la raréfaction de l'oxygène dans un certain milieu. Nous avons ensuite la caractéristique LD qui correspond au leadership. Donc cette compétence détermine la capacité d'une unité à agir, un ego puissant ou un instinct naturel. Enfin bref, un petit peu le charisme de l'unité. On sera peut-être amené à faire des jets de leadership. Nous avons ensuite W qui est Wound, donc c'est les blessures. C'est le nombre de blessures que pourra encaisser la figurine avant d'être tuée. Nous avons pour terminer A qui correspond à l'armure, donc c'est la capacité naturelle d'une unité à se protéger sur une blessure. À savoir que parfois la valeur d'une armure peut comprendre un second chiffre entre parenthèses. En gros ça veut dire quoi? Ça voudra dire que ça représente le seuil d'impénétrabilité de cette caractéristique. Donc la valeur d'une armure ne peut être inférieure à la valeur entre parenthèses. Alors sur le milieu de notre carte nous pourrons voir deux icônes différents, un icône viseur et en dessous un icône couteau. Donc l'icône viseur correspondra aux armes de tir à distance, l'icône couteau sera les armes de corps à corps, à savoir que ces icônes changent pour les prédateurs, ils seront différents mais totalement reconnaissables, ainsi que pour l'alien il aura la deuxième bouche qui sort, comme on le voit dans le film, qui correspond au combat au corps à corps. Alors si on jette un coup d'œil aux caractéristiques des armes utilisées, on pourra voir ST qui correspond à la puissance de l'arme, ROA qui est la fréquence d'attaque, c'est-à-dire le nombre de dés qu'on devra jeter. En l'occurrence sur un M56 Smart Gun on pourra tirer 3 dés 20 pour voir si on touche. Et AVV c'est la valeur anti-véhicule, donc c'est la valeur de dégâts, de dommages que occasionne cette arme sur un véhicule blindé ou tout autre blindage. Alors si on regarde en bas à droite en bleu, on aura la taille du socle qui va être important pour les points d'occupation sur les tuiles, ça nous le verrons plus tard. En bas à gauche en rouge, nous avons les compétences de chaque unité. Pour cela, il suffit de retourner la carte, donc là vous aurez la traduction française, vous prendrez un protège-carte et vous glisserez ce que vous aurez imprimé au dos de ces cartes. Ils vont faire différents types d'actions au cours du jeu, donc ça je vous laisserai découvrir tout ça dans le livre des règles. Alors nous en avons terminé avec les cartes caractéristiques des unités. Nous avons un autre type de cartes qui se nomme des cartes environnement. Alors le joueur qui a l'initiative à chaque tour devra tirer une seule et même carte qui sera valable pour tout le tour, qui va influencer le jeu tout simplement et qui sera valable tout le tour. Nous avons ensuite trois différents types de cartes qui sont les cartes stratégiques qui sont liées aux trois factions, donc Alien, Marines et Predator. Ces cartes seront jouées pendant le jeu, on devra en avoir 5 maximum en main et on en repiochera à chaque tour, donc ça on le verra aussi plus tard, mais je ne vais pas décortiquer ces cartes, je vous laisserai le soin de jeter un petit coup d'œil à ce qu'elles contiennent. Alors nous avons ensuite pour terminer des cartes missions qui fournissent un aspect assez intéressant et aléatoire au jeu, c'est-à-dire différentes missions que pourront faire les différentes factions qui agrémentent un petit peu tout l'aspect scénaristique du jeu.
Allez, on passe à la présentation des tuiles qui forment le plateau de jeu, qui s'imbriquent de façon puzzle. Donc bien sûr, ça se passe à bord d'un vaisseau spatial ou éventuellement, si vous le décidez, à bord d'une station sur une planète. Donc on a 3 types de tuiles, voire une 4e qu'on verra plus tard. Donc on a les tuiles normales, où toute attaque contre les Marines, qu'ils soient Predator ou Aliens, subissent un malus de -4 à leur G2D. Au corps à corps, donc ça explique en gros que les Marines ont un entraînement de combat militaire et ils bénéficient de cet avantage. Alors ensuite nous avons les tuiles infestées, alors là ce sont les aliens qui ont l'avantage, ce qui veut dire que tout Predator ou Marines qui effectue un jet de combat à distance subit un malus à son test d'aptitude, hein, ça symbolise par la capacité des xénomorphes à se fondre dans cet environnement. Nous avons ensuite les tuiles à moitié infestées, donc c'est une combinaison des tuiles normales et des tuiles infestées, donc on reprendra les mêmes règles que j'ai stipulées précédemment. Nous avons ensuite à chaque recto de tuiles une ambiance un petit peu alerte, hein, rouge. Alors ça je ne sais pas trop à quoi ça correspond, c'est pas stipulé dans les règles, je suppose que ça viendra par la suite dans d'autres extensions. Nous avons ensuite les conduits de ventilation. Alors ils sont traités comme des tuiles normales à quelques exceptions près. Donc seuls les modèles possédant un petit socle, c'est-à-dire de 30 mm, peuvent s'y déplacer. Et on ne peut pas tracer de vue à travers un conduit de ventilation. En gros, on ne pourra pas voir ce qu'il y a au-delà du conduit de ventilation, notamment dans la pièce d'à côté. Alors, petite exception, seules les figurines ou modèles, hein, comme on les appelle, ayant la capacité tiny, c'est-à-dire petit, peuvent finir leur activation dessus. Allez, on va prendre un exemple concret par un Marines qui est situé à une tuile du conduit de ventilation, donc il va vouloir le traverser. Donc il utilise l'action Run qui permet de se déplacer de 2 tuiles, donc forcément son mouvement va se terminer sur le conduit de ventilation, ce qui n'est pas autorisé. Donc en fait on va le faire ressortir par la tuile qui est adjacente au conduit de ventilation. Et au tour d'après, il pourra de nouveau utiliser Run pour se déplacer de 2 tuiles et aller dans la pièce à l'autre bout du conduit de ventilation. Et pour terminer, nous avons les salles, également appelées pièces, hein, qui suivent les mêmes règles que pour une tuile normale, hein, comme j'ai décrit précédemment, sauf cas contraire, si elles sont infectées. Dans ce cas-là, on prendra les règles des tuiles infectées. Alors, puisque j'y suis, je vais vous présenter les différentes pièces. Donc, nous avons la salle des machines. Nous avons l'armurerie. Nous avons le pont. La chambre d'hibernation. La nacelle de secours. Et le laboratoire. Il apparaît également la nacelle Predator. Bon, seuls les Predators seront habilité à utiliser cette tuile. Allez, on passe maintenant aux portes qui sont les sas et les cloisons du vaisseau spatial ou de la station planétaire comme vous voulez. Alors à savoir que seuls les Marines et les Predators sont habilités à ouvrir une porte pour un point d'action alors que les aliens devront carrément la défoncer. Alors la condition est simple pour ouvrir une porte, c'est-à-dire toute figurine doit se trouver adjacente à la porte et dépenser un point d'action et cette porte sera retirée d'une façon permanente du jeu. Alors seuls les Marines auront droit de sceller des cloisons, c'est-à-dire de placer de nouvelles portes sur la table de jeu, à condition bien sûr qu'ils soient adjacents à l'endroit où ils veulent poser la porte. Le Marines devra dépenser 2 points d'action et devra faire un test d'aptitude au corps à corps. Si ce test est réussi, on place une nouvelle porte. S'il est loupé, on considère qu'il a passé son tour à essayer de sceller la cloison. À savoir que les Marines n'ont droit qu'à poser 3 portes par partie. Voilà, sceller une cloison permet éventuellement de ralentir un petit peu les aliens si on est coincé. Donc là, ça peut être intéressant au niveau stratégique. En contrepartie, les aliens pourront forcer la porte. Pour cela, ils devront effectuer un test de corps à corps. Alors, la valeur va dépendre de la taille du socle, hein, c'est-à-dire qu'un petit socle, 30 mm, il devra effectuer un 5 ou moins sur un des 20. Un moyen, un 10 ou moins. Un grand, un 15 ou moins. Et pas de socle, c'est un auto-hit, c'est-à-dire qu'il l'ouvre automatiquement.
Les aliens pourront également se faire assister par leurs congénères à condition qu'ils soient adjacents à la porte, alors qu'ils soient de l'autre côté de la cloison ou du même côté. Ils s'aideront mutuellement à l'ouverture de la porte. Le test se fera bien sûr par l'alien qui est en cours d'activation. Donc chaque figurine présente apportera un bonus de +1 au test d'aptitude de corps à corps, pour chaque alien positionné adjacent à la porte. Même les aliens ayant été activés à la phase d'avant apporteront leur bonus à l'assistance de l'ouverture de cette porte. Alors vous remarquerez que page 13 du livre des règles, c'est expliqué. Par contre j'ai relevé une petite erreur qui est tout en haut à droite où c'est pas une valeur de +5 sur l'ouverture de la porte, mais c'est une valeur de +6 car nous avons 7 aliens dont un qui essaye d'ouvrir la porte. Voilà, c'était la petite précision que j'ai amenée dans ces règles. Nous allons maintenant passer aux règles du jeu à proprement dit. Donc nous avons deux possibilités, soit on joue une partie basique, soit on joue une partie avancée. Là on va rester simple, je vais faire quelque chose de beaucoup moins détaillé, beaucoup plus global. À savoir qu'il y a un tour de jeu, ce tour de jeu comprend 5 phases. Donc la phase d'initiative, la phase de renouvellement, la phase d'activation, la phase de contrôle et la fin du tour. Alors la première phase du tour de jeu est la phase d'initiative. Chaque joueur devra lancer les dés. Celui qui a obtenu le résultat le plus haut commencera en premier. S'il y a égalité, bien sûr, on retire les dés. A savoir que j'ai vu des parties en anglais, ils prenaient le résultat le plus bas. Bon, ben ça c'est vous qui déciderez. La seconde phase du tour du jeu est la phase de renouvellement, cartes et jetons. Donc le joueur ayant eu l'initiative commence son tour en tirant une carte environnement qui va influencer le jeu et elle sera valable tout le tour. Ensuite il pioche autant de cartes stratégie en fonction de sa faction de son deck pour atteindre un niveau maximum de 5 en main. Et ensuite on enlève tous les jetons d'activation, on les met sur le côté du jeu. On passe ensuite à la troisième phase qui est la phase d'activation des figurines. Donc le joueur qui a remporté le jet d'initiative va activer une figurine de son choix. Elle aura droit à faire 2 actions, on verra les actions plus tard. Une fois qu'elle a effectué ces 2 actions, on posera un petit pion activé pour symboliser qu'elle a terminé son tour. Ce sera ensuite au joueur ayant obtenu le deuxième résultat le plus fort au niveau du jet d'initiative de bouger une de ses figurines. Et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait bougé ses figurines. S'il reste des figurines à activer, notamment au niveau des aliens qui sont beaucoup plus nombreuses, eh ben, on va les bouger chacun leur tour, ce qui mettra fin à cette phase. Alors petite précision, chaque joueur pourra utiliser jusqu'à 2 cartes maximum stratégie par tour de jeu, donc, et cela même lors de la phase d'activation d'un adversaire. Ça veut dire que durant ce tour de jeu, je pourrai utiliser 2 cartes stratégie. Alors, dernière petite précision concernant cette phase, une fois qu'il n'y a plus de figurines à activer sur le plateau de jeu, les joueurs pourront choisir d'utiliser leurs jetons sentinelles qu'ils auront posés et qui restent en jeu. Donc pour cela, les joueurs vont respecter l'ordre d'initiative et activer leurs jetons sentinelles selon les actions autorisées, et une fois que tous ces jetons seront utilisés, ce sera la fin de cette troisième phase. On passe à l'avant-dernière phase qui est la phase de contrôle des conditions de victoire, c'est-à-dire qu'une fois que tout le monde a activé ses figurines, on va vérifier que les conditions de victoire ont été remplies par une des factions. Si ce n'est pas le cas, on recommence un nouveau tour. Et ensuite, la dernière phase du tour du jeu, qui s'appelle fin de tour, donc c'est une fois que tous les modèles ont été activés, tous les jetons sentinelles ont été retirés du jeu, un nouveau tour de jeu commence, donc on va recommencer toutes ces phases. Dans le jeu, on va parler de ligne de vue, donc une figurine ou un jeton blip aura une ligne de vue, ce qui va servir pour le combat à distance et révéler l'unité qui est en ligne de vue. Alors pour tracer une ligne de vue, c'est très simple, on va tracer une droite d'une tuile à l'autre sans qu'elle soit bloquée par exemple par une porte. Alors je reprécise que les conduits de ventilation ne peuvent pas être utilisés pour tracer une ligne de vue. Alors petite précision, il y a 2 façons de convertir un jeton blip en modèle, en figurine. Soit effectivement le joueur le fait volontairement et à n'importe quel moment de son tour de jeu il peut remplacer son jeton blip par un modèle, ou alors obligatoirement, c'est à dire que le jeton blip arrive en ligne de vue d'une autre figurine ennemie. Alors je vous passe les détails de la page 18 car chaque faction, Alien, Marine et Predator, ont leurs propres règles pour convertir les jetons blip.
Alors il y a une règle très importante qui est la règle d'occupation des tuiles, c'est-à-dire que chaque tuile du jeu a sa limite d'occupation. Elle s'exprime en points et elle sera maximum de 8. Et une fois que cette limite a été atteinte, plus aucune figurine ne pourra traverser la tuile dans le cadre par exemple d'un déplacement. Cette occupation de tuiles sera bien sûr en fonction de la taille du socle, comme on peut le voir dans le tableau ci-contre, hormis bien sûr la taille théorique d'un jeton blip. Par exemple, les points d'occupation d'un petit socle de 30 mm sera d'un point, etc. Donc il y aura cette limite de 8 qui ne devra pas être franchie. Alors il y a une particularité à cette règle d'occupation des tuiles, c'est les jetons de dégâts par l'acide. C'est-à-dire que ça concerne les aliens. À chaque fois qu'un alien possédant la compétence sans acide subit une blessure, on va lancer un dé 20 et sur un résultat de 1 à 5, la blessure s'accompagne d'un jet d'acide. Donc là, dans ce cas-là, on va placer un jeton de dégâts à l'acide sur la tuile occupée par l'alien blessé. Alors, si on ne peut pas placer de jetons acides, soit parce qu'on a atteint la limite de 2 jetons acides par tuile, ou qu'on a atteint la limite des 8 points d'occupation, alors l'alien pourra choisir une figurine de son choix. Alors, ils disent allié ou ennemi. Bon, allié, je vois pas trop l'intérêt. Sur la tuile et lui appliquer une touche automatique d'une force de 10 qui sera un succès automatique. Alors je précise que sauf règle contraire, jusqu'à 2 jetons acides peuvent être placés sur chaque tuile et leur effet est cumulatif, à savoir que ces pions acides, entre parenthèses, endommagent la structure du vaisseau ou de la station planétaire. Donc en résumé, chaque pion prendra un point d'occupation par tuile, sera au nombre maximum de 2 et on les laissera en permanence jusqu'à la fin de la partie. Alors nous passons maintenant aux différentes actions que peuvent effectuer nos 3 factions, Aliens, Marines et Predator. Donc là je vais citer les actions basiques, quelques actions avancées, mais je vous laisserai découvrir tout ça en page 21 à 24. À savoir que les actions basiques coûtent 1 point d'action et les actions avancées en coûtent 2. Alors on va passer en revue les actions basiques, à commencer par le mouvement, donc se déplacer. Donc les figurines peuvent se déplacer d'autant de tuiles qu'elles disposent de points de mouvement sur la caractéristique de leur carte. Elles pourront effectuer un tir à distance, pour cela elles devront faire un test de la caractéristique RS. Donc les tests de dés se font toujours égal ou moins pour réussir. Tout ce qui est supérieur à la caractéristique sera un échec. On va prendre l'exemple d'un Colonial Marine. Donc il utilise un M6 Smart Gun. Donc il a une ligne de vue, il va effectuer un tir à distance, il va prendre son ROA, donc il va prendre 3 dés, donc ça correspond au nombre de dés qu'il devra jeter pour faire son test de tir. Pour réussir son test, il devra effectuer un jet donc sur un dé 20 inférieur ou égal à sa caractéristique RS. Alors le joueur pourra aussi dépenser un point d'action pour faire un combat au corps à corps, c'est-à-dire qu'il devra être sur la même tuile que la figurine ennemie. Il devra prendre son test d'aptitude de CC ainsi que le nombre de dés correspondant au ROA pour lancer bien sûr un test en dessous ou égal à la valeur de sa caractéristique. Il pourra également dépenser un point d'action pour passer son tour. Il pourra aussi dépenser un point d'action pour interagir avec son environnement, soit ouvrir une porte, soit effectuer une action spéciale dans une pièce, etc. C'est en fonction de la caractéristique de la figurine et de la mission. Alors, sauf indication contraire, les actions d'interaction ne peuvent être réalisées sur des tuiles engagées, c'est-à-dire des tuiles où il y a du combat au corps à corps. Il pourra également dépenser un point d'action pour rentrer en mode sentinelle, c'est-à-dire qu'il va garder un point d'action de côté qui ne peut absolument pas être augmenté par aucun moyen, et il pourra l'utiliser en tant que réaction au cours d'une phase d'activation ennemie. Alors, petite précision sur le mode sentinelle, donc la figurine utilisant le mode sentinelle pourra tirer, combattre au corps à corps ou se déplacer. Ces actions peuvent être menées au moment de l'activation ou d'une action d'une figurine ennemie. Les jetons sentinelles doivent être utilisés avant la fin du tour de jeu. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des autres actions possibles, vous le verrez en page 21, 22, 23, 24 du livre des règles. À savoir que je vais vous citer une action avancée qui coûte 2 points d'action, par exemple pour un Marines.
il a la possibilité de souder un conduit de ventilation, et pour ce faire il devra dépenser 2 points d'action, et on va retirer le conduit de ventilation. Alors moi, la problématique qui se pose, c'est que s'il y a un alien dans ce conduit de ventilation et qu'on retire le conduit, est-ce que l'alien meurt, ou alors on va simplement le déposer dans la case opposée, adjacente aux marines. Bon, après ça, je pense que la logique voudrait plutôt qu'on le déplace sur la case par laquelle il est arrivé. Donc une fois qu'une figurine a fait toutes ses actions, on va bien sûr poser le marqueur activé à côté de la figurine. Alors je précise que sur les jets de D20, le 1 sera une réussite totale et un 20 sera toujours un échec, quoi qu'il arrive. Alors on va passer maintenant au combat, qui est vraiment le cœur du jeu, et plus particulièrement à l'armure. Donc une fois qu'une figurine est touchée, que ce soit par un tir à distance, un combat au corps à corps, une touche automatique, quelle que soit, la figurine devra effectuer un jet inférieur ou égal à sa valeur d'armure pour ne pas être blessée. À savoir que la valeur du test d'armure peut être modifiée en fonction de la puissance de l'arme qui réalise l'attaque. Alors pour cela, on va regarder la valeur ST de l'arme utilisée, et on va consulter le tableau ci-contre. Donc un exemple, une arme qui a une valeur ST de 13 fera un modificateur d'armure de -3. Alors cas particulier, par exemple sur l'armure d'un Predator qui a une valeur de 15, on retrouve un chiffre à côté qui est de 12. Quel que soit le modificateur appliqué sur cette caractéristique, elle ne descendra pas en dessous de 12. Alors si le test d'armure a échoué, c'est-à-dire qu'il est supérieur à la caractéristique, la figurine recevra une blessure. Si toutefois elle a plusieurs points de vie, elle recevra un jeton blessure, comme c'est dans le cas du Predator par exemple. Si elle ne possède qu'un point de vie, c'est-à-dire la caractéristique Wound, donc blessure, elle sera retirée du jeu définitivement. Alors pour étudier la règle de combat à distance, on va prendre un Marines qui tire sur un alien. Donc on va regarder sa compétence RS, donc la compétence RS étant de 14. Ce qui est important de regarder, c'est le ROA de l'arme qu'il utilise, notamment c'est un M56. Donc en dessous du roi on a 3, donc il devra jeter 3 dés et faire un résultat inférieur ou égal à sa compétence RS. Si les tests sont ratés, il ne se passe rien. Si certains de ces tests sont réussis, dans ce cas-là, l'alien devra effectuer un jet d'armure. Pour cela, il devra prendre la force de l'arme qui en l'occurrence là est de 14. Et on peut voir que dans le tableau de modificateurs de répercussion des armes, il y a un -4. Donc l'alien devra effectuer un jet d'armure -4. L'alien ayant une armure de 10 devra jeter autant de dés qu'il a de touches et devra faire un résultat inférieur ou égal à son armure modifiée. En l'occurrence, il devait faire un test inférieur ou égal à 6. Il a loupé certains de ses jets. Il n'a la possibilité que d'encaisser qu'une seule blessure. Il sera donc retiré du jeu. Alors on va passer maintenant à un exemple de corps à corps entre un alien et un Marines. Alors on considère tout d'abord une tuile engagée si elle est occupée par une figurine de chaque faction, notamment là en l'occurrence un alien et un Marines. Donc cette tuile est considérée comme engagée. Alors je rappelle qu'une figurine qui est sur une tuile engagée ne pourra pas effectuer d'autres actions hormis de combattre au corps à corps. Alors dans cet exemple, l'alien Stalker attaque le Marines, donc il va regarder sa capacité au corps à corps qui est de 10. Il va regarder la force de son attaque qui est de 10 également, et le ROA, donc c'est le nombre de dés à jeter. Donc il va effectuer son attaque, en faisant bien sûr toujours un jet inférieur ou égal à sa caractéristique de combat au corps à corps. Alors petite précision dans ce cas de figure, nous sommes sur une tuile normale, c'est-à-dire que l'alien va avoir un malus de -4 à son jet de corps à corps, comme je l'ai présenté précédemment au niveau de caractéristiques des tuiles. Il devra donc effectuer un jet inférieur ou égal à 6. La force de son attaque étant de 10, si on se réfère au tableau de répercussion de la force de l'attaque, on verra que le Marines n'aura pas de modificateur à appliquer sur son armure.
Alors je vous passe volontairement les actions spéciales de combat à distance comme le lance-flamme, comme le Burning Inferno et le Shotgun, ainsi que les capacités spéciales de toutes les factions présentes dans le jeu pour passer directement à l'engagement et au désengagement d'une figurine lorsqu'elle est en combat. Alors sur les règles d'engagement, bien veiller à ce que la tuile ait assez de points d'occupation disponibles pour engager une figurine au combat. Je vous laisserai regarder la page 30 du livre des règles un petit peu ce que ça implique. Alors concernant la règle de désengagement, une figurine pourra essayer de se désengager d'un combat à condition qu'elle réussisse un test de corps à corps. Donc je reprécise, c'est toujours inférieur ou égal à la caractéristique. Elle devra dépenser un point de mouvement pour se désengager. Elle pourra se déplacer sur une case adjacente, disponible en aucun cas sur une case adjacente où il y a une des deux factions ennemies. Si elle rate son jet de dés, bien sûr elle aura dépensé son point d'action et elle continuera à se battre sur la tuile engagée. Alors on va passer maintenant à la dernière partie de cette vidéo qui concerne les règles solo, donc qui permettent bien sûr de jouer une faction Alien, Marines ou Predator, parce qu'il me semblerait assez compliqué de jouer en solo avec les 3 factions présentes sur le plateau de jeu. Ça se fait, mais ça serait un petit peu compliqué. Donc on va passer les différents points succinctement du livre des règles à la page 59 des règles solo. Alors on va passer succinctement à la phase 1 qui est la phase d'activation, des figurines qui doivent être activées dans un certain ordre. On a 5 points, par exemple en l'ordre 1, les figurines engagées en commençant par celle qui a le roi le plus élevé. Donc là on va regarder quelle est la figurine qui va être engagée en combat et quel est son roi. Donc ça c'est un exemple. Un autre exemple en point 3 par exemple, les figurines qui peuvent se déplacer dans une tuile engagée en un seul mouvement, marcher ou course, en commençant par les figurines les plus proches. Eux ils ont marqué des survivants, donc je pense que c'est peut-être pas du tout ça, donc ils ont dû confondre avec zombicide. Donc il y a différents points que je vous laisserai découvrir dans le livre des règles sur les activations de la horde. En point 2, on a les règles de mouvement. Alors ils appellent ça de la horde, je pense que c'est lié aux aliens, mais bon, je pense que c'est valable aussi pour les Marines et les Predators. Les figurines, par exemple, en point 1, se déplacent en direction de la figurine de survivants les plus proches, la plus proche, séparée par le plus petit nombre de tuiles possible. Donc là, on va calculer le chemin pour se diriger vers l'ennemi le plus proche, par exemple. Et un autre exemple, si la figurine est activée à côté d'une porte bloquant le chemin le plus court vers les survivants, alors que la figurine dépensera une action pour tenter de forcer la porte à s'ouvrir au lieu d'une action de course ou de déplacement. Voilà un petit peu pour ce deuxième point au niveau de la deuxième phase. Alors on a une troisième et dernière phase qui sont les attaques. Donc par exemple sur un point on a les figurines avec des capacités d'attaque à distance attaqueront une fois pendant l'activation en cours si elles ont des lignes de vue et n'ont aucun malus affectant leur RS, etc., etc. Donc voilà, là je ne vais pas vous citer on va dire tous les exemples qu'il y a dans ces points de règles solo, c'est très succinct. Vraiment succinct. C'est en page 59 du livre des règles. Je pense qu'il y a des adaptations à faire. Je pense que chacun il modulera un petit peu les choses. À mon avis là il ne parle pas du tout des cartes stratégie de chaque faction. Il y a des tas de choses un petit peu qui manquent. Donc là c'est plutôt une partie solo à développer. Alors chacun il développera ce qu'il veut, ou alors ils vont sortir vraiment quelque chose ou un livre ou un fichier en téléchargement pour adapter vraiment encore mieux ces règles solo de ce jeu. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour global de ce jeu. J'ai volontairement pas abordé les règles avancées, la création des héros, le niveau d'expérience, enfin des tas de choses qui tournent autour de ce jeu qui est super sympa. Par exemple, il y a des conditions de victoire personnalisées, on a éventuellement des pions objectifs à récupérer et à transporter, on a un mode de jeu de survie en arène, enfin bon, il y a des tas de choses que j'ai volontairement pas abordées.
Bah écoutez, je remercie encore Prodos Game qui a mis à disposition les règles officielles du jeu, ainsi que tous les traducteurs des cartes, dont je malheureusement plus le lien sur leur site. Je vous propose donc de télécharger ces fichiers, ils font à peu près 20 mégas, il y a vraiment, je pense, la totale. Je vous incite en tant que partenaire Hobbyshop à éventuellement commander le jeu chez eux, dont je mettrai le lien dans cette vidéo. Quant à nous, on va se retrouver sûrement très bientôt pour des tutos de peinture consacrés à Alien vs Predator, The Hunt Begins. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter pour m'encourager. Bientôt 700 abonnés en moins de 7 mois d'existence, c'est super, je vous remercie tous, à très bientôt, ciao ciao.